Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour cette nouvelle vidéo sur l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Épisode numéro 5, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est l'épisode numéro 5. Aujourd'hui, épisode un peu plus court, je pense que tous les autres. Où aujourd'hui, on va parler très brièvement, parce que vous me l'avez demandé, mais j'ai pas grand chose à dire non plus, donc ça risque d'être assez court. On va parler du système des Young Lions et des salles historiques de New Japan. Donc voilà. Donc pour commencer, les Young Lions, qu'est-ce que c'est? Donc les Young Lions, ce sont des jeunes lutteurs, hein, jeunes ou inexpérimentés. Voilà, en tout cas, c'est des gens qui ont peu d'expérience et qui débutent pour la plupart. Donc voilà. Formés dans un bâtiment, en tout cas pour le New Japan Dojo au Japon, on ne parle pas du LA Dojo ici, formé dans un bâtiment qui est l'ancienne maison d'Antonio Inoki, sur les rives de la rivière Tama, à Setagaya. Voilà. Pour un peu plus d'informations. Setagaya, c'est un quartier de Tokyo. Donc New Japan, c'est vraiment une compagnie estampillée Tokyo. Vous allez voir ensuite quand on va parler des arènes, c'est quasiment exclusivement Tokyo. Voilà. Donc Setagaya, c'est le deuxième quartier le plus peuplé de Tokyo. Juste pour info, toutes les stars de l'histoire du New Japan Pro Wrestling y ont été formées. Toutes. Prenez les méga stars des années 80, 90, 2000, allez, même 2010, toutes, elles ont été formées là-bas. Prenez les Fujinami, Shoshu, les Mousquetaires, Sasaki, Muto, même les juniors, Liger, Otani, vous pouvez prendre Hiroshi Tanahashi, Nakamura, bref, ils font partie d'une vague aussi des Mousquetaires. Tous, y compris Kazuchika Okada, Naito, formés eux aussi au dojo, sauf que eux ils sont arrivés à la différence, eux c'est la génération Nakamura Naito, c'est que eux ça va être des mecs qui vont être formés après le départ d'Inoki, donc c'est pas exactement la même chose, c'est la vague suivante, et eux vraiment c'est les premières méga stars de la compagnie en dehors de l'ère Inoki, où Inoki est totalement parti. Parce qu'il y a les grosses stars avant elle, enfin avant ces deux-là, c'est Hiroshi Tanahashi et Shinsuke Nakamura, qui eux aussi ont été formés au New Japan Dojo, c'est la génération juste avant. Mais eux, quand ils sont passés par le dojo, il y avait toujours Antonio Inoki qui était là. Donc voilà, les deux seuls exemples, enfin, deux seuls lutteurs japonais méga stars qui ne sont pas euh, du dojo, c'est Kota Ibushi et Los Ingobernables Bernables des Rapon, j'ai oublié, Shingo Takagi, voilà, qui ont été formés. Alors je parle pas des Gaijin, forcément, parce que Will Ospreay vient d'ailleurs, Kenny Omega vient d'ailleurs, Vader à son époque il est d'ailleurs, etc. Juste Jay White, lui, formé au dojo, grosse star de New Japan, etc. Donc voilà. Ensuite, donc comment ça se passait? Alors déjà, l'examen était extrêmement difficile, déjà pour rentrer, c'est très 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 sélectif. Les exemples les plus connus à ce sujet, c'est Jushin Liger qui a raté son examen en 1980. Voilà. Alors aussi, lui il est petit, hein, donc je pense que ça aidait pas en 80. Liger c'est 1m70, donc tu peux comprendre sur papier que c'est un peu compliqué parce que le mec a pas de talent, parce que il arrive, il sait rien faire, hein, c'est un débutant qui a zéro expérience, et il est super petit, 1m70. Donc tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de prendre un petit gars comme ça qui n'y connaît rien? Donc bon, a priori non. Donc il est parti 4 ans au Mexique, Jushin Liger, y vivre et s'entraîner. Il est revenu en 84. Il a été cette fois-ci accepté au dojo et il a très rapidement fait ses débuts ensuite. Yoshihashi, qui a raté deux fois son examen d'entrée, mais qui a été repêché ensuite parce que l'un des mecs qui avait été accepté a ensuite jeté l'éponge. Donc Yoshihashi a été appelé pour intégrer le dojo. Et puis Kazuchika Okada, qui a raté lui aussi une fois l'examen. Il allait s'entraîner avec, dans l'école de Ultimo Dragon. Et puis quand il est revenu, il s'est fait accepter. Bien que, d'après une interview de Tetsuya Naito, c'était pas gagné d'avance parce qu'il a quand même pas mal galéré. Mais au final, il est rentré et on connaît
La suite. Donc comment ça se passe à l'intérieur? Donc pas d'entraînement du tout au départ. Euh, c'est exclusivement du ménage et des tâches ménagères. Et on s'occupe des de la génération précédente, enfin ceux qui sont rentrés avant la classe de ceux qui viennent d'être acceptés, et on s'occupe d'eux. Voilà. On vient, alors, on couvre leurs besoins, etc. Et ensuite, une fois qu'on a passé cet examen d'entrée plus ou moins, cette intégration, là il y a les phases d'entraînement, qui sont là aussi extrêmement exigeantes. Voilà. Et puis, on parvient ensuite à avoir le droit d'intégrer des shows New Japan, d'abord en tant que Young Lion, d'abord en tant qu'accompagnant au show. Alors les premiers shows que les jeunes Young Lions vont faire, ils vont avoir un rôle backstage, ils vont s'occuper des catcheurs backstage. Ensuite, ils auront le droit d'apparaître sur le show, mais en tant que les Young Lions qui s'occupent tout autour du ring. Enfin, d'abord, ils vont être ceux qui vont être proches de l'entrée, voire de la rampe d'entrée, et ensuite seulement ils seront autorisés à bosser autour du ring. Puis ils pourront catcher. Et puis ça, c'est un truc qui est très similaire, que ce soit aujourd'hui, c'est toujours la même routine depuis les années 70. Sur les 50 dernières années, c'est le même principe. Une fois que une fois que tu es rentré au dojo, tu t'es entraîné, etc., hop, tu es mis dans les arènes pour t'occuper un peu des catcheurs, du public, de la foule, machin. S'occuper du ring aussi, c'est les Young Lions qui montent le ring et qui le démontent, avec l'aide des arbitres et des officiels. Mais la plupart du temps, c'est les Young Lions. Ensuite, ils vont avoir l'opportunité de catcher dans un ring, donc c'est que des jobbers. Voilà. Et une fois que c'est bon, ils sont envoyés en excursion et ensuite ils reviennent avec une gimmick pour pouvoir être portrayés aux écrans. Donc voilà, même système depuis les années 70. À savoir aussi, petite chose, quand les Young Lions intègrent le dojo, ils y vivent à 24 heures sur 24, tout le temps. C'est pas, c'est pas un truc que tu fais entre deux autres choses dans ta vie, c'est du 24 sur 7. Tu vas y passer toutes tes journées, toute ton année. Hiroshi Tanahashi y a passé 4 ans de sa vie, par exemple. En fait, entre le moment où tu rentres dans le dojo, tu peux pas en sortir. La seule manière d'en sortir, c'est soit tu abandonnes, euh, tu quittes le système New Japan, soit une fois que tu as fait tes débuts dans un ring New Japan, là tu as le droit de pouvoir quitter le dojo si tu veux et vivre en dehors du dojo. Et donc Hiroshi Tanahashi, lui, a passé 4 ans au dojo avant de faire ses débuts et ensuite de quitter le dojo. Petite anecdote, Jushin Liger a eu une chambre au dojo New Japan au Japon pendant plus de 30 ans. Et ouais, parce que le mec était tellement investi dans l'entraînement des jeunes et des nouveaux que épisodiquement, plusieurs fois dans l'année, il allait passer toute une semaine, voire plus, au dojo, s'entraîner quotidiennement avec les petits nouveaux, etc., leur donner des conseils, etc. Donc, franchement, Jushin Liger, gros respect là-dessus. Et, et voilà. Donc, entraînement extrêmement exigeant, hein, vous l'imaginez, qui mène parfois à des excès. Et on va parler très brièvement, je vous laisserai faire des petites recherches si vous le souhaitez. On va parler très rapidement, très brièvement de Hiromitsu Gonpei, l'incident au dojo en 1995 au Japon, mort malheureusement au dojo, d'après enfin d'après quasiment tout le monde, hein, mort sous les coups de Kensuke Sasaki. Voilà, parce que malheureusement à cette époque-là, et ça c'est un peu de tradition, on est extrêmement exigeant envers les jeunes, trop, parce qu'on veut toujours que ce soit la perfection. Tant qu'ils réussissent pas un truc de manière parfaite, eh ben, on va se mettre sur leur dos, on va s'acharner sur eux, et puis il y a aussi des punitions physiques, c'est connu au Japon, et enfin ce, dans ce, comment dire, dans ce côté-là, un peu dans les sports de combat, c'est très exigeant et on n'hésite pas un peu à corriger un peu les petits jeunes, si c'est pas bien fait en tout cas.
Et d'après un peu tout le monde, tous les gens qui étaient là, c'est Kensuke Sasaki, pardon, qui eh ben, tabassait à mort hein, Hiromitsu Gonpei, voilà, un petit jeune lutteur qui avait, je crois, une petite vingtaine d'années. Voilà. Et suite à cet incident, 95, Hiroshi Ase, l'un des, l'un des lutteurs les plus associés à Sasaki dans la première moitié des années 90, va quitter la compagnie. Voilà. Parce qu'a priori, il y aura une histoire, alors ça, on ne peut pas avoir tous les détails, mais il y aura une histoire comme quoi c'est Ase qui aurait réussi à faire rentrer Gonpei. Donc voilà. Je pense que si jamais toute cette histoire est vraie, entre Sasaki et Gonpei, pas Sasaki, Ase et Gonpei, on peut comprendre que Ase est peut-être un peu de remords, peut-être qu'il se dit ah, c'est un peu à cause de moi quand même. Alors que non, hein, c'est à cause de Sasaki. Mais voilà, on peut comprendre que la culpabilité l'ait rongé, qu'il ait décidé de quitter New Japan. Voilà. Alors après aussi en parallèle, il avait amorcé une carrière, enfin il va commencer une carrière aussi en politique. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais il va aussi surtout rejoindre, enfin rester dans le catch et rejoindre All Japan Pro Wrestling, la compagnie de Giant Baba. Parlant de Giant Baba, à ma connaissance, c'est le seul catcheur qui a eu le droit à ne pas vivre dans un dojo pendant son entraînement. Voilà. Alors, Giant Baba, c'était pas chez New Japan, évidemment, c'était chez JWA, la compagnie de Riki Dozan, parce que Baba, il avait un statut un peu à part, hein, c'était un ancien joueur de baseball, donc il avait déjà une certaine notoriété, donc il avait un petit peu un passe-droit à ce niveau-là. Mais voilà. Et tout ce système de dojo, etc., de vivre 100% dédié pour sa discipline, donc là le catch, mais enfin ça vient de la compagnie de Riki Dozan qui était lui et les grosses stars de la JWA d'anciens sumo. Et dans la discipline du sumo, ça fonctionne également comme ça le système de formation. Donc c'est un peu normal que l'héritage se soit transmis. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense pas. Euh, non. Non, je crois que j'ai un peu tout dit sur les notes. Bon, j'ai quelques petites choses, mais au final, ça, je vais pas en parler. C'est pas très très important. Voilà. Je regrette juste. Alors, je crois que c'est un petit peu en train de changer. Enfin, c'est en train de revenir. Les Young Lions ont un peu plus d'opportunités de briller ces dernières années, a priori. Parce que moi, j'ai pas regardé New Japan depuis 3 ans bientôt, 2 ans. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé en termes de mise en avant des Young Lions, mais a priori, il y a des tournois qui reviennent pour les Young Lions ces derniers temps. Donc c'est plutôt pas mal, alors que pendant très longtemps ça a été oublié, enfin abandonné, pas oublié mais abandonné. Alors qu'à l'époque, les années 70-80, retour dans les années 90, il y avait la Karl Gotch Cup pour les jeunes talents, il y avait la Young Lion Cup qui a toujours été très, très chouette. Il y a eu une petite tentative avec le championnat U30 à un moment donné, au début des années 2000, mais ça s'est résumé à Tanahashi et Nakamura. Bon, dans l'idée, c'est plutôt pas mal, mais vu qu'il y a 10 000 titres aujourd'hui chez New Japan, on n'a plus besoin. Enfin, ça pourrait être bien, mais il faudra enlever d'autres titres. Mais a priori, ces derniers temps, il y a eu d'autres Young Lion Cup, donc c'est plutôt pas mal qu'ils leur redonnent cette espèce d'exposition. Et puis il y a le LA Dojo qui est pas mal mis en avant aussi, même au Japon. Alors même si eux, ils ont leur propre émission télé, le dojo de Los Angeles, même si c'est pas exclusif à eux, il y a d'autres catcheurs du circuit indépendant qui viennent notamment. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir un peu plus d'exposition ces 2 dernières années, donc c'est vraiment bien. Et puis, rapidement, le système d'excursion. Donc, une fois que les jeunes catcheurs sont formés, les Young Lions. Alors, Young Lion, ça vient. Alors, aussi, le petit nom Young Lion, bon, je pense que vous le savez, mais le logo New Japan, c'est un lion, c'est une tête de lion. Donc, on va avoir des jeunes lions. Hein. Les jeunes en formation, c'est les jeunes lions. Les Young Lions. Voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'ils ont fini leur formation au dojo, qu'ils font leur premier pas dans un ring New Japan, hop, ils font leur petit rôle de jobber, etc. Tac, tac, tac. Et ensuite, ils partent en formation. 90% du temps dans un pays anglophone. Angleterre ou Amérique du Nord. Enfin, Royaume-Uni ou Amérique du Nord. États-Unis, Canada. Et puis, ça leur permet de prendre de l'expérience,
forcément, et d'apprendre à vivre dans un vestiaire et dans une culture totalement étrangère. Parce que je pense que dans les vestiaires aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, même en Europe, hein, pas forcément qu'au Royaume-Uni, mais ou même au Mexique, je pense que quasiment personne parle le japonais. Donc les mecs, ils arrivent, enfin, eux doivent apprendre la langue locale pour essayer de communiquer. Et ils se retrouvent un peu isolés au début, donc je pense que c'est très difficile. Mais ensuite, eux, quand ils reviennent, et que ce sont des lutteurs établis dans le roster New Japan, et ben ils incorporent mieux les gaijins qui viennent dans la compagnie. Parce que bah, si t'es un lutteur américain qui arrive chez New Japan pour la première fois, bon, t'arrives au sein du roster, t'es dans le vestiaire, il n'y a que des japonais. Bon, c'est de moins en moins le cas, hein. Chez New Japan c'est 5-10 dernières années. Mais t'arrives, il n'y a quasiment que des japonais. Il y a une demi-douzaine de gens qui parlent anglais, donc bon, tu te retrouves un peu vite isolé. Mais bah, les Japonais sont déjà passés par là et ça facilite l'intégration. Voilà. Et c'est, je crois, Rocky Romero, j'ai un doute, mais je crois que c'est Rocky Romero, qui avait dit dans une interview que les Japonais étaient très avenants parce qu'ils avaient eux-mêmes vécu l'isolement quand ils étaient en excursion, donc ils étaient plus à même de venir et de te mettre à l'aise quand tu es arrivé au Japon. Notamment la vieille garde et surtout Yuji Nagata, a priori, qui est quelqu'un de très, très marrant. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu tout pour le système des Young Lions. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. On va parler des salles de New Japan. Donc là encore, j'ai pas grand chose à dire. J'ai sélectionné 5 salles. Bon, au début, je voulais en parler que de 4. Et puis, je me suis dit, tiens, on va parler quand même du Tokyo Dome. Histoire de. Donc, je l'ai fait par ordre alphabétique. Je l'ai fait pas par ordre d'importance ou quoi. Donc, on va commencer par le Korakuen Hall. Voilà, qui a ouvert en avril 1962 pour les Jeux Olympiques de 1964. Alors aujourd'hui, la salle fait partie du Tokyo City Dome. Donc je vous mets une affiche quelque part par là. Donc c'est une espèce de grand complexe dans Tokyo qui comprend le Korakuen Hall, qui comprend aujourd'hui le Tokyo Dome, juste à côté, et d'autres choses autour, un parc d'attractions, un centre commercial, des restaurants, une vraie zone commerciale. Alors durant les années 60, il n'y avait pas tout ça quand le Korakuen Hall s'est ouvert, hein, parce que bah, il n'y avait pas le Tokyo Dome hein, qui arrivera une grosse vingtaine d'années plus tard. Mais voilà, il y a toujours eu des magasins tout autour, boutiques de souvenirs, etc. pour profiter un peu de l'attroupement. Voilà. Je vous mets aussi le bar Ebrietas, qui est pas très très loin. Je pense à une centaine de mètres. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est le bar de Toru Yano, hein, voilà, à côté du Korakuen et du Tokyo Dome. Il faut savoir que c'est une tradition que les catcheurs New Japan vont manger, enfin certains, pas tous, hein, pas tout le roster à chaque fois, mais dans le bar de Toru Yano. Hein. Après les shows, si jamais vous allez voir un show New Japan, peut-être que vous pourrez croiser quelques lutteurs ensuite au bar Ebrietas de Toru Yano. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand chose. Le Korakuen Hall sert principalement aujourd'hui à builder des gros événements. Hein. On passe par le Korakuen pour faire pas des gros shows, mais voilà, des shows qui servent à builder. Enfin, c'est pas forcément que des road to, mais voilà. Un show intermédiaire entre un road to et un très gros événement. Voilà. Hein. On fait ce genre de show au Korakuen. Voilà. Derrière, j'ai sélectionné le Osaka, enfin le gymnasium d'Osaka, le Osaka Prefectural Gymnasium, parce que ça fait au moins une salle en dehors du Tokyo, hein, parce que vous allez voir, il y a quasiment que les salles de Tokyo que j'ai retenues, voilà, parce que c'est les salles les plus importantes dans l'histoire du New Japan. Quand je dis que New Japan c'est vraiment une compagnie estampillée Tokyo, c'est pas pour rien. Donc Osaka, bon j'ai pas grand chose à dire. J'ai retenu cette salle parce que c'est la salle la plus utilisée par New Japan quand ils vont dans la région d'Osaka. Public extrêmement sauvage. Donc c'est ça qui est chouette parce que ça met toujours des ambiances
assez original et assez inattendu. Hiroshi Tanahashi c'est par exemple assez souvent fait huer là-bas. Et c'est surtout connu parce que Naito se fait huer depuis 10 ans là-bas quasiment à chaque fois. Donc c'est vachement cool. Ensuite le Ota City Gymnasium à Tokyo toujours. Un peu plus au sud de Tokyo, voilà, à la périphérie de la métropole. À 2 pas de Kawasaki, qui est la zone, enfin qui est une zone très, euh, comment on dit, j'ai pas le nom, mais avec beaucoup de bureaux. Voilà, donc des postes avec des gens qui sont en costume, etc. Et c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles, alors c'est un peu moins le cas maintenant, parce que le public c'est un peu plus diversifié, je pense, enfin, peut-être. Mais si vous regardez des vieux shows notamment de New Japan et même de All Japan, quand ils sont dans ces régions-là, autour de Kawasaki aussi, je crois pas qu'il y ait déjà eu de show dans Kawasaki. Bref, on s'en fout. Et ben il y a des. Vu que c'est des shows vers 18h, 18h, 19h, il y a pas mal de gens qui viennent tout de suite après le travail, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui sont en costard. Et sur certains plans de caméra, alors quand ils sont à l'extérieur du ring, etc., quand le combat se déroule à l'extérieur du ring, etc., en fonction de l'angle de caméra, quand il y a des gens en costume au premier rang avec les barrières qui sont pas recouvertes, donc il y a les barreaux et on voit à travers les barreaux, on voit les jambes des gens. Vous pouvez voir pas mal de mallettes donc, au pied des gens au premier rang. Donc voilà, ça montre que les gens sortent, les gens viennent directement après le travail, c'est toujours en costume et tout, donc c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, c'est proche de Kawasaki et c'est aussi très proche de Yokohama, qui est juste en dessous. Yokohama, ville de naissance d'Inoki. Voilà, je pense que pour l'implantation aussi, vu qu'ils y vont depuis qu'Inoki ils y allaient déjà quand Inoki était déjà catcheur, donc voilà, Inoki, je pense que quand il était annoncé de Yokohama qui était juste à côté, il devait y avoir pas mal de gens de Yokohama qui venaient, donc ça devait faire un bruit assez ouf. Donc puisque c'est bien placé, je pense que ils y sont restés depuis. Ensuite, voilà, je passe vite parce que sur les salles, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Quatrième salle, le Ryogoku Sumo Hall, aussi appelé le Kokujikan. Donc des fois on enlève Sumo Hall et on met Kokujikan à la place, donc ça fait Ryogoku Kokujikan. Une salle qui a pris la suite du Kuramae, qui était la salle numéro 1 en ce qui concerne le sumo à Tokyo. Donc ça a pris la suite en. Alors, le fameux Kuramae a été la salle numéro 1 du sumo à Tokyo jusqu'en 85. Le fameux Ryogoku ouvre en 84 et prend la suite en 85. Donc il n'est pas situé au même endroit. Enfin, les deux salles ne sont pas situées au même endroit. Et c'est vraiment la salle estampillée New Japan. Si vous pensez New Japan, vous pensez Ryogoku. Ou Gokujikan, appelez-le comme vous voulez. C'est un peu comme WWE. Alors c'est carrément plus le cas depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Mais WWE pendant 40 ans, ça a été le Madison Square Garden. Pas que, hein, il y avait le Spectrum à côté, etc. Mais Madison Square Garden. Et ben là, New Japan, c'est Ryogoku Sumo Hall, c'est le Kokujikan. De toute façon, c'est simple. Sur les 3 premières années d'existence de la salle, New Japan va faire 18 shows. 18 shows en 3 ans, c'est énorme. 85, 86, 87. Et à toute fin d'année 87, le 27 décembre, ils vont se faire bannir de la salle suite à un riot dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne, donc je vais pas détailler le riot. Bon, c'est connu, donc je pense que vous connaissez peut-être. Donc voilà, ils vont se faire bannir, ils auront pas le droit de venir en 88, ils reviendront tout début 89 en février, je crois que c'est le 22 février. Donc voilà, une salle aussi connue pour accueillir quasiment toutes les finales de Climax, voilà, sauf quelques-unes. Notamment ces dernières années, il y a eu une petite excursion au Nippon Budokan. Alors j'ai pas parlé du Nippon Budokan, j'aurais pu le mettre. Grosse salle aussi pour New Japan, mais c'est une salle qui est beaucoup moins utilisée ces 30 dernières années, parce que sur les 20 premières années d'existence de New Japan, les 15-16, tous les méga gros shows New Japan ils vont avoir lieu au Nippon Budokan. Et ensuite, une fois que le Tokyo Dome aura été créé, tous les méga gros shows de New Japan auront lieu au Tokyo Dome et on va un peu délaisser le Nippon Budokan. Et transition. Hein. On va parler maintenant du Tokyo Dome, 3 ans de construction pour ouvrir en 1988. Surnommé le gros œuf.
Big Egg. Hein, voilà, c'est pas très beau, mais c'est comme ça. Voilà. Le Nippon Budokan, je l'ai pas dit, mais là j'y pense. Il a accueilli le fameux Antonio Inoki contre Mohamed Ali, quand même. Et le Tokyo Dome, je parlais avant du Ryogoku, c'est la salle la plus affiliée à New Japan. Quand on pense New Japan, si on pense salle, on pense Ryogoku. Et bien un peu dans l'autre sens. Quand on pense Tokyo Dome, on pense New Japan. Parce que le Tokyo Dome et New Japan, c'est une très longue histoire. New Japan y a fait son premier méga show en 89, le 24 avril 1989. Le show s'appelait New Japan, enfin NJPW Super Powers Clash. Mais ce que je voulais dire, ce qui est important sur ce show, c'est qu'on voit le main event du show, hein, avec Antonio Inoki contre un combattant de MMA, et ça monte, enfin dans un combat de MMA crossover, avec un combattant de MMA, et ça montre déjà l'obsession d'Inoki de mettre en valeur ce genre de truc. Parce que Inoki l'a toujours fait, mais là, sur le plus gros show de l'histoire de sa compagnie, il fait bah, ce match-là, alors déjà aussi parce que c'est lui, il fait on va le foutre en main event. Et ça a montré que c'est ça le plus important. Donc on comprend un peu déjà le inokisme qui va se passer 10 ans plus tard. D'ailleurs, je reviendrai sur le inokisme parce qu'on fait beaucoup de raccourcis là-dessus. Je pense que les gens n'ont pas trop bien saisi le pourquoi du truc. Mais on y reviendra. Je disais que quand on pense Tokyo Dome, on pense New Japan. Petite stat, il y a eu, j'ai regardé, 81 shows de catch au Tokyo Dome depuis 1980, enfin depuis l'ouverture du Tokyo Dome, depuis 89. Parce que New Japan a été le premier à y faire un show, donc depuis 89. Donc ça fait 22 ans, enfin 23 ans maintenant, parce qu'on est en 2022. Sur 23 ans, il y a eu 81 shows, donc ça fait une moyenne de 2 à 3 shows par an. Ça fait 2,60 à peu près, 2,60. Et sur ces 81 shows, il y a eu 2 shows pour la Noah, 4 shows pour la All Japan Pro Wrestling, donc les vraies grosses autres, les autres très grosses compagnies en dehors de New Japan. Hein, donc ça fait 6 shows à L2 sur 81. Et New Japan Pro Wrestling en a fait 55 sur 81. Ça fait 68% des shows. Hein, quasiment. Sur une tranche de 10 shows au Tokyo Dome, il y en a 7 qui sont pour New Japan. C'est quand même assez énorme. Donc voilà. J'ai plus grand chose à dire. Qu'est-ce que j'ai noté? Il y a eu un show Super Fight organisé entre New Japan et All Japan. Voilà. Bon, je note, c'est la première fois en 11 ans que les deux compagnies font un show commun. Donc on est en février 90. La première fois c'était en 79, du coup j'en ai pas parlé. Sur la vidéo précédente j'avais commencé en disant à la fin des années 70 il se passe ça, 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 ça. J'aurais pu parler de ce show commun, organisé par Tokyo Sport, hein, le magazine de catch. Pas que d'ailleurs. Donc ça montre un peu la puissance des médias à l'époque. Et je pense que ça n'a pas été difficile de convaincre tout le monde de faire un show. Hein. Enfin en 79 je parle. Parce que forcément si ça allait faire beaucoup d'argent. Le main event c'était Inoki et Baba en équipe. Contre... donc il y avait 2 heels, un de chaque côté. Donc ça devait être Abdullah the Butcher pour All Japan. Et pour New Japan, il devait être en équipe avec Tiger Jetson. Voilà. Et là, premier show en commun depuis 11 ans, 90. All Japan contre New Japan. J'en parle parce que c'est sur cette carte où il y a le fameux Vader Stan Hansen pour le titre IWGP où Stan Hansen fait sortir l'œil de Vader. Donc en fait, il est obligé de retirer son masque, ce qui n'est pas du tout prévu. Et donc, tu as toujours tous les fans en public qui font oh. Je crois qu'à l'époque, ils n'avaient jamais vu Vader sans son masque. Je crois. Je crois qu'il avait encore jamais retiré. Ensuite, il le retirera parfois pendant des combats en mode vas-y j'en ai marre. Un peu comme Taichi quand il enlève son slip, enfin son pantalon, en mode c'est bon je suis chaud on y va. Vader ensuite sur ses premières apparitions il garde toujours le masque. Et ensuite des fois dans des combats serrés il va faire ok c'est bon j'en ai marre. J'enlève le masque et on va se la mettre dur. Et à un moment donné il se fait sortir l'œil de l'orbite et il se le remet tout seul. Franchement ce match c'est une dinguerie. Donc faut aller le voir. Autre show
en collaboration 2 mois plus tard, mais bon, plus anecdotique, toujours avec All Japan Pro Wrestling, mais cette fois également avec WWF. C'est à noter. Et ensuite, en 92, va commencer la tradition du show du 4 janvier, tous les ans, pour New Japan Pro Wrestling. Donc de 92 à 2022, hein, aujourd'hui, donc ça fait 30 ans. Donc voilà. J'ai noté également que le 4 avril 1998, pour le show de retraite d'Antonio Inoki, c'est la plus grosse foule de l'histoire de New Japan. Voilà. D'après Dave Meltzer, donc New Japan grossit les chiffres à 70 000 entrées. D'après Dave Meltzer, c'est 57 000. Alors, j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, je ne suis pas toujours d'accord avec les avis de Dave Meltzer, mais pour tout ce qui est chiffres, je m'en réfère à Meltzer, plus qu'aux chiffres officiels annoncés par les compagnies. Donc Meltzer, il annonce 57 000 personnes au Tokyo Dome le 4 avril 98. Et il dit que c'est la plus grosse foule de l'histoire du Japan. Ben, moi, je le crois. Voilà. Donc, hormis le show en Corée, Collision in Korea, où là encore, les chiffres ont été grossis. Parce que la compagnie annonce 150 000 spectateurs le premier soir et 180 le deuxième. C'est un double show en 2 jours. Et d'après Meltzer, c'est 120 000 le premier soir et 150 000 le deuxième. Voilà. C'est pas 150 et 180, c'est 120 et 150. Donc il faut enlever 60 000 personnes. Mais ça fait quand même 270 000 personnes en 2 jours. C'est un peu hallucinant. Et à partir de 2006, c'est le début de un seul show par an pour New Japan au Tokyo Dome. Parce que à partir de... Enfin, ils avaient le momentum, ils avaient les stars, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire plusieurs shows par an. Et ils vont le faire pendant longtemps. Enfin, plusieurs shows par an au Tokyo Dome, je parle. Et ils vont le faire pendant longtemps. Et à partir de 2004, je vais dire. Je dirais même peut-être plutôt 2005. Mais je pense, faudra regarder les chiffres, mais je pense que c'est 2005 plus que 2004. Mais à partir de ce moment-là, ils se rendent compte que le reste de l'année, il y a moins de gens qui viennent déjà. Et que en termes de roster, voilà, ils ont plus la profondeur. Ils ont plus la profondeur de roster pour faire plusieurs Tokyo Dome. Et 2, ils ont plus le star power pour faire plusieurs Tokyo Dome sur une année. Déjà, ils vont venir une seule fois par an en mettant la meilleure carte possible. Et ils vont plus faire les grosses affluences qu'ils faisaient ne serait-ce que 2 ou 3 ans plus tôt. Donc ça sert à rien d'y aller. C'est aussi un signe, ça aurait été un signe de faiblesse également que de se dire on va y aller et on va continuer à y aller plusieurs fois par an et de montrer au monde, hein, enfin au pays même, plus qu'au monde, que on y va plusieurs fois mais on remplit mais plus du tout quoi. Et là ça aurait été un vrai signe de faiblesse que de montrer qu'ils sont plus capables de remplir la salle en y allant plusieurs fois. Donc là, plutôt que de montrer véritablement que en termes d'affluence, ils affluent à faire 2 ou 3 Tokyo Dome dans l'année, bah, ils ont pris le truc de court, ils ont dit bon, on va plus qu'y aller qu'une seule fois dans l'année. Et on va quand même voir, et malgré cela, on va quand même voir que même en y allant une seule fois dans l'année et en mettant la plus grosse carte que tu puisses proposer, ils vont plus réussir à remplir le Tokyo Dome. Donc ils ont essayé de limiter la casse, mais ça va quand même se voir. Donc voilà, on a fini sur le Tokyo Dome. Au début, je me suis dit, bon, on va pas parler du Tokyo Dome parce que bon, le Tokyo Dome, c'est un peu comme le Garden aux États-Unis. Bah, tout le monde connaît, hein. Enfin, au moins de nom et ce que ça représente. Mais bon, hein, j'ai détaillé un petit peu, juste histoire de. Donc voilà, hein, c'est là-dessus que cette vidéo se termine. Et puis nous, on se retrouvera déjà pour la suite de cette série, la deuxième moitié des années 80. Et puis voilà. Hein. Je pense qu'il y a aussi un épisode de TEW qui devrait pas tarder à tomber. Voilà, parce que c'est parmi les dernières vidéos sorties, c'est une des vidéos qui a fait un des meilleurs scores en termes de vues. Donc il y a un public. Hein. Et moi j'adore jouer à TEW, c'est le jeu auquel je joue le plus. Donc voilà, c'est là-dessus que je vous laisse.
N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, à vous abonner. Comme d'hab, je vous remercie de votre soutien. Comme d'habitude, c'est toujours gentil. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.